Donc, bonjour à tous, je m'appelle Arthur Boulanger, je travaille à Evanios depuis 5 ans maintenant. Et donc, je vais vous parler de l'évolution de l'organisation du produit à travers les différentes phases de croissance de l'entreprise, parce que j'ai eu la chance d'en voir pas mal. Voilà. Et aujourd'hui, je m'occupe d'animer toute la communauté de produits à Evanios. Donc, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Evanios, on est une plateforme qui connecte directement les voyageurs avec des agences de voyage locales pour créer des voyages sur mesure. Donc les chiffres clés, on a fait partir maintenant 160 000 voyageurs à travers 160 destinations et on a mis plus de 1000 agences locales en ligne. On est présent sur 8 marchés et on est en train d'en ouvrir d'autres. Et on est déjà maintenant 130 employés ici. Donc la première chose dont je voulais vous parler, c'était le fait d'itérer sur l'organisation. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup à Evanios. On a fait ça de nombreuses fois et on continue, on n'est pas prêt d'arrêter. Donc c'est un peu cette histoire-là que je vais vous raconter très rapidement parce qu'on n'a que 20 minutes. Alors la première étape, c'était le kick-off. Donc ça c'est assez simple. Quand on était entre 2 et 20 personnes, le produit ça marchait plutôt comme ça, comme un bon groupe de rock bien puissant, bien engagé, donc avec les fondateurs qui jouaient le rôle de PM, un designer, 1, 2, 3 ou 4 devs. Et là, la communication se passait plutôt facilement. On n'était pas beaucoup dans la même pièce. Il fallait aller vite. On était tous engagés, on savait pourquoi on faisait les projets et dans quelle ordre il fallait les faire. Après, on a un peu plus grossi. Donc, on était entre 20 et 40 personnes en tout dans l'entreprise. Donc, on est passé sur le mode Scrum. Donc, on s'est formé Scrum, etc. La chaîne de commandement, elle marchait à peu près comme ça. Donc, il y avait les fondateurs qui donnaient des instructions sur le produit à des intermédiaires, ça s'appelait les PO, qui leur disaient ce qu'il faut faire, pour quand et comment il faut le faire à peu près. Et après, les PO s'organisaient avec les devs et puis le reste de l'équipe pour faire en sorte que ça sorte. Mais ça crée des petits soucis, notamment les devs qui étaient là, mais attendez, mais pourquoi il faut faire ça? Ça c'est débile, ça ne faut pas le faire comme ça, il faudrait faire ça avant, etc. Et au final, on avait plus on embauchait de devs, moins il y avait de projets qui sortaient, à peu près si on schématise. Il y avait ce problème-là, et puis il y avait ce problème où on avait des devs qui dépilaient des features à une vitesse assez faible, on va dire, et d'un autre côté qui avaient des super side projects, super innovants, et voilà. Donc il y avait un petit problème, et puis il y avait aussi les PO qui étaient un peu entre deux chaises, voilà. Et puis les fondateurs qui ne comprenaient pas trop ce qui passait. Et du coup, on en a quand même creusé, on a fait beaucoup d'ateliers avec les devs, notamment pour essayer de comprendre à la racine c'est quoi le problème. En fait, le problème, c'était qu'il fallait que le fondateur il lâche prise. Donc, c'est ce qu'on a testé sur une équipe. Et ça a bien fonctionné. L'engagement, il est reparti à fond. C'était même dingue. C'était top. Et du coup, on a décidé de faire ce qu'on appelle le Big Bang en janvier 2015. Donc là, on était 40 employés. Le Big Bang, c'était une grosse journée où on a changé complètement les locaux d'ordre et on a fait un gros brainstorm. Les fondateurs ont présenté la vision, les grands enjeux de l'année et on a décidé de partir sur OK, on lâche prise, on va vous laisser faire popper des projets comme vous voulez. La seule chose qu'on vous demande, c'est la confiance. C'est le principe de base si on veut que ça marche, parce que là, on prend des énormes risques. On est en forte croissance. On vous laisse faire ce que vous voulez. C'est un peu chaud. Mais c'était génial parce qu'en fait, il y a plein de projets qui ont popé. Il y a toute l'énergie qui s'est libérée. C'était absolument magique. On voyait que tous les projets ont plus rentré dans un des engagements, dans un des enjeux de l'année. Donc, ça allait dans le bon sens. Le seul petit souci, c'était que des petits projets qui passaient et pas les gros projets stratégiques. Il y avait aussi des gars qui se mettaient sur 15 projets en même temps et du coup qui explosaient en vol. Et puis il y avait des projets qui s'arrêtaient jamais. Voilà. C'était aussi le moment où moi, à cette époque-là, j'étais lead product designer. Et là aussi, moi aussi, j'ai dû lâcher prise parce que je contrôlais tout avant ça. Et là, je ne pouvais plus rien contrôler. Ça popait dans tous les sens. Il y avait des front devs qui faisaient design, il y avait tout le monde qui faisait un peu de design. Mais il fallait lâcher prise pour libérer l'énergie. Et c'est là où on a commencé à faire des réunions entre tous les gens en fait, qui s'intéressent vraiment au produit, qui travaillent directement dans le produit. Donc il y avait des front devs, des PO. Et voilà.
Voilà. Donc ça, c'était un peu les prémices de la communauté produit. Et puis après, très rapidement, donc ça, on a fait ça pendant 4 mois. On a rapidement fait évoluer ça en squad, donc inspiré de Spotify. Des squads qui étaient mappés sur les 5 enjeux. Et là, là, ça fait ressortir vraiment ce qui était vraiment bien, c'était que tout l'esprit d'équipe pouvait revenir, parce que juste avant, en fait, des équipes de 2-3, bon, il n'y avait plus vraiment d'équipe. Donc les gens étaient un peu paumés, il y avait de la frustration qui commençait à remonter. Donc là, on retrouvait l'esprit d'équipe tout en gardant le côté autonomie, liberté de la squad et le fait que le squad soit pluridisciplinaire. Le petit souci de cette orga, c'était la communication entre les squads, elles étaient très silotées. Donc, comment on communique mieux entre les squads, comment on communique mieux aussi dans chaque squad. Donc, on a changé, on est passé à ce qu'on appelle les squads vivantes, où on a essayé de toute façon, il fallait remapper les squads parce qu'on était beaucoup plus nombreux et il fallait essayer de résoudre ces problèmes de communication entre les squads. Donc, on a synchronisé les roadmaps en fait, de chaque squad sur Q1, Q2, Q3, Q4 pour faire en sorte de faire une grosse keynote à la fin de chaque quarter et de faire bouger les ressources qui voulaient bouger dans une autre squad ou parce qu'il y avait d'autres projets qui pensaient qu'il y avait besoin de plus de ressources dans une autre squad, on pouvait faire ces mouvements-là. On a mis en place aussi des délégués dans chaque squad donc, qui s'occupaient de faciliter la communication entre les squads. Et on a fait un truc, ça, je voulais absolument vous le montrer. C'était ce qu'on a appelé l'Agora, c'était entre midi et 2 dans une salle dédiée à ça. On a mis un grand drap sur le mur qu'on a couvert de peinture collante et on venait coller des feuilles A4 avec tous les projets qu'on pensait qu'il fallait absolument faire. On les avait mappés, on les collait comme ça sur le Customer Journey d'Evaneos et on y tirait là-dessus avec tous les gens qui voulaient participer dans l'entreprise, produit ou pas produit. Et puis, au fur et à mesure des jours, on a organisé ça en grosses patates, en grosses catégories. Après, on s'est libéré du Customer Journey pour essayer vraiment de se dire, OK, commencer à poser des noms de personnes dessus et créer des équipes pour arriver finalement au nouveau mapping des squads là qu'on va en faire. Et après, aussi recaler les projets sur la roadmap pour pouvoir les synchroniser. Tac. Dernière itération, c'est là où on est aujourd'hui. On a fait apparaître les tribes et les communautés. Parce que maintenant on est plus de 100 personnes, donc là c'est une phase critique aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu faire là? Déjà, on a voulu placer le voyageur au centre de l'organisation, parce que là, on a vraiment l'ambition de devenir excellent, d'avoir un service excellent, et pour ça, il faut qu'on soit beaucoup plus user-centrique, et ça passe déjà dans le schéma de l'organisation, dans l'organisation. Donc, on l'a placé au cœur. L'autre chose, c'est qu'on a voulu représenter toutes les fonctions de l'entreprise. Avant, il y avait d'autres fonctions qui n'étaient pas dans le mapping. On parlait que des squads tout le temps, partout. Et du coup, ça veut dire qu'il y avait plein de gens qui étaient là. Qu'est-ce que je fais dans l'entreprise? Je ne suis pas dans une squad. Donc là, maintenant, tout le monde est dans une squad. Donc même les fonctions support, l'international. Et on a regroupé les squads ensemble dans des tribes qui font du sens pour faciliter le mouvement des ressources, pour avoir une stratégie au sein d'une tribe. Voilà. Et l'autre truc important, c'est les expertises, on les a fait renaître. Donc c'est la colonne de droite avec les communautés là. C'est quelque chose qui, avec les squads, on n'en parlait plus, mais en fait à l'origine il y avait des pôles, market, dev et production, et on n'en parlait plus du tout, comme s'ils ne servaient plus à rien, mais alors qu'en fait derrière il se passait beaucoup de choses. Parce que il faut à un moment quand même réunir les gens d'un même métier ensemble pour qu'ils progressent ensemble, pour qu'ils se partagent les bonnes pratiques. Donc c'est à ce moment-là aussi où on en a profité pour créer la communauté produit. Donc entre le market et le dev, c'était une grosse question. Est-ce qu'il faut mettre ça dans le market? Est-ce que c'est une expertise dans le market? Ou est-ce que ça va aussi une partie côté dev, etc. Finalement, là aussi, vu qu'on veut aller vers l'excellence, on s'est dit on va se donner les moyens parce que l'excellence, elle passe beaucoup par le produit sur notre service, la qualité du site et des apps. Du coup, on a créé cette communauté et vraiment le grand axe pour la créer, c'est qu'on voulait vraiment unir les product expertise principales pour recréer un peu ce qu'on avait au début, le Power Trio,
les product managers, les product designers et les product engineers. Les product engineers, c'est des devs qui sont à fond dans le produit, qui sont vraiment impliqués dans le produit, qui veulent vraiment avoir leur mot à dire dans la conception. Ça, c'est souvent aussi des front devs parce que c'est eux qui ont le dernier mot sur le produit, c'est eux qui le mettent en ligne, c'est eux qui font les dernières finitions. Donc l'idée, c'est vraiment ça c'est très fort chez nous, on a vraiment, dans la communauté, on veut vraiment rassembler ces trois expertises et développer beaucoup de synergie entre elles, qu'elles échangent beaucoup de savoir-faire, limite. Voilà. Donc elles ont chacune leur mission assez claire. Hop. Et une mission globale qu'on a rédigée ensemble, on a passé du temps à ça pour lancer la communauté. Donc voilà, construire un produit excellent qui crée un effet wow pour nos users et pour les Vaneos. Il y a vraiment cette notion d'excellence pour aussi accompagner Vaneos dans son chemin vers l'excellence. Du coup, bah voilà, donc l'excellence, c'est un très joli mot, c'est inspirant, mais voilà, comment on fait pour passer de bon à excellent et c'est quoi l'excellence exactement et comment on la mesure? Ça, c'est la dernière chose sur laquelle on a bossé, c'est vraiment tout neuf, c'est tout frais. Hop. Non, ça c'est un peu moins neuf. Ça, c'était les premiers pas. C'est voilà, qu'est-ce qu'on a, où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on n'est pas bon, comment on mesure la satisfaction aussi des utilisateurs sur toute l'expérience. On a mappé toute l'expérience, on a mis ça en grand dans les locaux, on a commencé à discuter tout autour de ça. Et puis on a commencé à tracer des courbes, mais de façon très, très intuitive, avec une approche qualitative, avec les user testing qu'on faisait, avec les diverses enquêtes qu'on avait pu faire à droite à gauche. On a réuni tout ça, on s'est mis ensemble, on a tracé des courbes. Donc très clairement, c'est très intuitif. Il y a sûrement beaucoup de faux là-dedans. Mais bon, ça nous a permis de lancer plein de réflexions sur OK, où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on est moins bon, par rapport à une ligne médiane qui est les basic expectations du marché. Et puis aussi, surtout, se poser la question, où est-ce qu'on doit être bon là au plus vite, donc pour pouvoir mieux prioriser aussi nos efforts. La deuxième étape, c'était de se dire, OK, maintenant, ce serait bien de rajouter un peu de data, un peu de chiffres, pour aussi pouvoir voir l'évolution en fait, de nos efforts et de la satisfaction ou pas par rapport à nos efforts. Mais en termes de chiffres, on n'avait pas grand-chose. On avait un NPS qui est demandé à la fin de l'expérience, après le voyage, post-travel, et une enquête de satisfaction envoyée au tout début des discussions entre le voyageur et l'agent local. Ça ne nous donnait pas beaucoup d'indications aussi vraiment détaillées sur le parcours. Et donc, on vient de mettre ça en place, c'est qu'on mesure la satisfaction maintenant sur toutes les étapes. Sur toutes les étapes. Toutes les étapes du service, ça va arriver. Donc de l'inspiration jusqu'au retour de voyage. Donc on pose des questions à certains utilisateurs pendant qu'ils sont en train de naviguer sur le site, sur les pages plus inspirationnelles, pareil sur les pages plus de conversion, pareil juste après qu'ils aient rempli le formulaire de demande de devis, etc. etc. Et là j'ai affiché juste le pourcentage des promoteurs, donc ceux qui notent entre 8 et 10. Mais on pourrait aussi afficher le NPS, on voit des choses différentes. Voilà. Et ça, c'est quelque chose dont on est super content, qu'on va encore affiner, notamment dans quelles questions on pose, à quel moment, pour pouvoir avoir quelque chose vraiment de plus fiable. Et c'est quelque chose pour l'instant qu'on mesure que sur la France, mais l'idée c'est que voilà, si ça marche bien, qu'on puisse l'ouvrir cross-marché. Et c'est aussi, ça devient aussi, c'est de plus en plus loin. Est-ce qu'on attend 5 minutes je pense que je peux le faire. Je vais même avoir un peu d'avance. J'ai bien tracé. Donc ça nous sert aussi, c'est aussi un petit outil stratégique parce que là aussi, avec la communauté produit, on se pose dessus. Il y a plein de discussions qui sortent, surtout quand on a des mauvais chiffres à certains endroits. On a même lancé des ateliers en disant OK, il faut mettre une task force là-dessus, notamment au niveau de la discussion J15. Donc c'est après 15 jours de discussion, on a énormément de détracteurs. C'est le cœur de notre proposition de valeur. Il faut absolument qu'on agisse là-dessus. Alors, il n'y a pas que le produit qui peut agir dessus. Il y a aussi la prod et les autres départements de l'entreprise. Mais nous, à travers le produit, avec certaines features, en utilisant un peu de créativité, on peut aussi faire évoluer les choses. Et donc là, on a fait ce schéma, on a croisé en fait la courbe de l'impact de la proposition de valeur des Vaneos sur tout le service.
Donc on voit qu'on est là où on peut avoir le plus d'impact. Le cœur, c'est vraiment sur la qualification et le trip planning. Donc après, il y a un deuxième rebond pendant le voyage où on peut apporter beaucoup plus de services. On l'a mis en face avec le nombre d'utilisateurs impactés. Donc l'inspiration, c'est tous les gens qui arrivent un peu par hasard sur le site, il y en a énormément. Puis après, c'est le coût réduit jusqu'à ce qu'ils payent un voyage. Et avec la satisfaction, on voit que là où on est le moins bon en satisfaction, là où il y a encore beaucoup d'utilisateurs concernés, et là où on est au cœur de notre proposition de valeur, si on agit vraiment là, si on se concentre là-dessus, si on concentre nos efforts, on peut vraiment avoir beaucoup d'impact. À la fois sur la satisfaction, sur le nombre d'utilisateurs satisfaits, à la fois sur le business des business. Voilà, c'est aussi un outil qui nous permet de co-créer un peu notre product stratégie. Voilà, pour résumer les 3 points. Les 3 points dont je voulais parler aujourd'hui, c'est itérer sur l'organisation. Donc là, nous aussi, on a encore des challenges sur l'organisation, parce qu'on est de plus en plus nombreux. Et à chaque fois, il y a vraiment le risque de perdre les valeurs et les principes qu'on avait quand on a fait le Big Bang, qui était de partir seulement des frustrations, de mettre le maximum de confiance dans les collaborateurs et de mettre le minimum de nouveaux process à chaque fois qu'on fait une itération sur l'hardware. Donc ça, c'est quelque chose, c'est dur à maintenir, parce que d'ailleurs, même les gens maintenant qui travaillent sur la réorganisation n'ont pas forcément vécu ce moment-là qui était assez puissant. Donc voilà, c'est un vrai challenge pour nous. Après, sur le fait de réunir les expertises produits, ça, c'est quelque chose dont on est fier, c'est quelque chose qu'on a envie de continuer, parce qu'on voit qu'il y a vraiment des liens très forts qui sont entre les fonds de dev, les UX et les PM, et enfin, on sent, ça se voit. Et là, il y a encore des challenges sur la communauté produit. En fait, dès qu'on veut passer du temps ensemble sur la communauté produit, à faire des projets, à travailler plus ensemble, à partager plus ensemble, à évoluer ensemble, on ralentit un peu les projets des squads et des tribes. Aujourd'hui, toute l'attention elle est portée sur les squads et les tribes. C'est dur de donner une véritable place bien utile aux communautés. Parce que c'est quelque chose qui est encore naissant. Donc là, c'est encore un challenge, c'est vraiment de renforcer la position des communautés et clarifier leur rôle. Voilà. Et après, sur notre conviction, enfin notre focus qui est de passer de bon à excellent, ça aussi c'est quelque chose, ça y est, qu'on a qui est vraiment partagé. Maintenant, il faut qu'on arrive le prochain challenge, c'est vraiment d'arriver à s'aligner et à vraiment être focus sur les endroits où on peut avoir plus d'impact, mais sur la satisfaction, et vraiment penser satisfaction utilisateur. Voilà. C'était à peu près tout. C'est bon pour le temps? Toute la nuit. Mais d'accord, on va quand même prendre. Comment est-ce que tu t'organises entre le designer et le product owner? Qui prend les décisions? Quelles sont les interactions, les bonnes pratiques pour toi? Vaste sujet. Aujourd'hui, dans les équipes produits, les squad leaders, des squads qui sont très produits, c'est souvent les product owners. Donc déjà, voilà, c'est les leaders des squads, donc c'est eux normalement qui ont le dernier mot sur les décisions. Après, en interne à Evaneos, ce qu'on essaye de maximiser, c'est vraiment l'échange et la construction ensemble. Donc normalement, il y a beaucoup de dialogue qui se passe. Le rôle du PM, c'est vraiment aujourd'hui, c'est de dialoguer à fond avec ses équipes en permanence pour prendre les bonnes décisions ensemble. Voilà. Et d'animer sa squad. Donc ça se passe beaucoup dans l'animation. C'est quoi la deuxième partie de ta question? Après, il y a un autre truc qu'on fait à côté, c'est au sein de la communauté produit, donc il y a l'expertise product design. Et là, il y a des design reviews en fait, qui sont faites toutes les semaines, donc, entre designers, pour vraiment monter en compétence sur le design et se faire des reviews ensemble. Donc ça vient à côté du product manager. Et parfois, le product manager vient pour participer aussi.
qu'est-ce qui compose une squad? C'est quoi comme profil? Est-ce que c'est toutes les squads ont le même nombre et type de profil? Alors maintenant, non, parce qu'en fait, maintenant, tout le monde est dans une squad dans l'entreprise, donc il y a des fonctions support, il y a vraiment, il y a plus que des squads. Enfin, avant, il n'y avait que des squads produits. Maintenant, il y a tout type de squad. Donc la composition, elle va vraiment changer en fonction de leur scope. Mais dans les squads produits, on retrouve toujours un PM. On essaye d'avoir un UX maintenant dans chaque squad produit. Il y en a encore qui se partagent sur 2 squads. Des front dev, au moins un front dev et 2 back. Ça, c'est vraiment en moyenne. Et après, c'est en fonction des projets, ça change. Et là, c'est l'importance des tribes. C'est un peu la nouveauté, c'est en train de fonctionner. C'est les tribes qui ont cette vision globale de tous les gros projets qu'il y a à faire. Et donc, dans une tribe, il y a 3, 4 ou 5 squads. Et c'est un peu la responsabilité de la tribe leader d'animer là aussi les réflexions pour se dire, OK, là, il va y avoir tel gros projet qui arrive, on en est tous conscients. Il va peut-être falloir bouger beaucoup plus de ressources là, parce que c'est super important, etc. Et donc, parfois même killer une squad s'il faut. Donc, ça bouge pas mal sur un squad. Merci. Normalement, j'ai lancé le partage. Je me dis que je suis en train de partager. C'est là, ça va faire. C'est colorant. Ah, le centre du monde, après.